جاحد معي خد يحبسني قول ليهم راني باقي هنايا وجاحد معاي اقدر يمسني ما خايدي مني والو بنادم ما يبقى يتجابني وانا اللي فراسي اما شكون جا ما كتبانشلي قول ليهم راني بعيد وما عاد شدو غير البر جيب لي احسن واحد عندك غادي تشدو غايب كلهم عارفين ايش كان سوا عارفين مخوض كان حرق وفي كل ستار كان حطوا كلهم يعرفون ايش كان صار. L'Algérie a fêté il y a quelques jours le 47e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures. Une décision politique qui représente un véritable tournant dans l'histoire du pays. Mais entre 1971 et aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Le pétrole n'est plus aussi rentable qu'avant, l'OPEP n'a plus le poids qu'elle avait sur le marché mondial et beaucoup de pays se sont résolument tournés vers de nouvelles sources d'énergie. L'une des rares choses qui n'a pas changé durant ce demi-siècle, c'est la dépendance de l'Algérie vis-à-vis des hydrocarbures, qui représente encore 98% environ de ses exportations. Mais dernièrement, on s'est rendu compte que cette situation ne pouvait plus durer. Et le gouvernement s'est donc fixé deux objectifs. Diversifier l'économie et développer les énergies renouvelables. Il se trouve que pour réaliser ces objectifs, il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut vendre encore plus d'hydrocarbures. Hydrocarbures qui ont beaucoup perdu de leur valeur ces dernières années. Pour compliquer davantage la situation, les États-Unis sont devenus l'un des principaux producteurs de pétrole grâce au pétrole de schiste. Les Américains ont donc inondé le marché mondial, tirant les prix vers le bas, poussant l'Algérie à penser à diversifier son économie et à aller vers les énergies renouvelables. Deux objectifs qu'elle ne peut atteindre qu'en vendant plus d'hydrocarbures. Retour à la case départ. L'Algérie ne peut pas non plus exploiter son énorme gisement de gaz de schiste, principalement parce qu'on n'en connaît pas encore les risques environnementaux. On en connaît en revanche les risques sur le plan social. Nous avons encore en mémoire ces nombreuses manifestations anti-schistes organisées notamment dans le sud du pays, il y a quelques années. En somme, la situation est compliquée. Ce qu'il faut, c'est trouver une solution efficace, quelque chose qui marche, une nouvelle source qui ne demande pas d'énormes investissements, qui donne la possibilité de répondre aux besoins actuels, mais qui puisse aussi nous permettre d'anticiper l'avenir. Quelque chose que nous avons déjà de préférence et que nous pourrons renforcer. Quelque chose comme une ressource humaine compétente, bien formée et intelligente, à laquelle on donnerait la priorité pour occuper les postes clés. Il s'agira de mettre les moyens pour former en grand nombre des gestionnaires capables d'anticiper les crises et de voir loin. Cette solution semble difficile à réaliser, mais elle n'est pas impossible. D'autres pays l'ont appliquée, et qui sait, ce sera peut-être notre prochain tournant historique, à condition d'y croire. C'est principalement la jeunesse algérienne qui porte actuellement la contestation dans le pays. Alors qu'avec le souvenir de la guerre civile, leurs aînés se gardaient bien de participer à tout ce qui était contestation politique, la nouvelle génération née après 1999 n'a pas connu la décennie noire et n'a pas peur de s'exprimer. Au-delà même du manque de démocratie, elle manifeste aussi un profond malaise économique et social. Selon les chiffres de l'Office national des statistiques algérien, 29% des jeunes de 16 à 24 ans étaient au chômage en septembre 2018. C'est plus du double de la moyenne nationale. Et si les chiffres de 2019 ne sont pas encore connus, ils devraient connaître une nette détérioration d'après les déclarations alarmantes faites en novembre dernier par le président du Forum des chefs d'entreprise, la principale organisation patronale du pays. En outre, sur les 1,5 million de chômeurs algériens, 408 000, soit quasiment 28%, sont diplômés de l'enseignement supérieur et 386 000 de la formation professionnelle, soit 26%. Plus d'un chômeur sur deux est donc diplômé. L'Algérie n'est pas un pays qui a verrouillé l'accès au supérieur. Bien au contraire, il y a des universités dans toutes les wilayas, l'équivalent des départements. Beaucoup d'argent investi et beaucoup de boursiers sont envoyés à l'étranger. Le savoir reste aussi un facteur important de valorisation dans les familles. Mais le marché du travail n'est tout simplement pas adapté.
La faute, d'abord un secteur public en déliquescence. Les entreprises publiques, qui génèrent encore près de la moitié de la valeur ajoutée industrielle, sont moribondes. En 2018, le niveau de la production manufacturière publique représentait à peine plus de la moitié de celle de 1989. Quant au taux d'utilisation des capacités de production, il montre une sous-utilisation structurelle des installations. Or, cette désindustrialisation publique n'a été que très partiellement contrebalancée par le privé. Un secteur privé trop petit, qui peine à se développer. Poids de l'administration, de la corruption et du lobby des importateurs bloquent son développement. Principalement présent dans les activités peu ouvertes à la concurrence internationale, le tissu productif privé est en fait composé à 90% de micro-entreprises à caractère familial qui opèrent bien souvent dans le secteur informel. Quant aux grandes sociétés privées, elles sont peu autonomes, le plus souvent liées à l'appareil politique et à l'armée avec qui elles entretiennent des relations parfois douteuses. Le procès pour corruption de 2 anciens premiers ministres, de plusieurs ministres et hommes d'affaires emblématiques montre à quel point le système était gangréné de l'intérieur. Tant que la rente pétrolière et gazière permettait d'acheter la paix sociale à coût de subventions, tout le système tenait. Mais c'est un système construit sur la seule performance du secteur des hydrocarbures, donc de leur cours. Il suffit donc que les prix du Brent, pris comme un proxy de l'ensemble des prix internationaux des hydrocarbures, chutent pour que le solde courant vire au rouge. Or, les cours ont commencé à dévisser en 2014, année où ils sont passés de près de $110 en janvier à 60 en décembre. 2014, année où le solde courant algérien a entamé sa descente aux enfers. 2014-2019, ce sont donc 6 années de plomb du jamais vu depuis le début des années 80. Et 2020 ne s'annonce pas mieux. À ce rythme-là, les réserves de change s'épuisent très vite, passant de 194 milliards de dollars en 2013, soit l'équivalent de 3 années et demie d'importation, à moins de 80 en 2018, soit nettement moins de 2 années d'import. À cette vitesse, les caisses seront vides très rapidement. Or, les réserves de change sont vitales pour un pays dont la monnaie n'est pas convertible et dont l'accès au marché international des capitaux est limité ou inexistant. C'est donc un véritable mur qui se dresse devant le nouveau président. L'économie est en totale décompensation et l'argent du pétrole n'achète plus la colère. Pour vous aider à préparer vos concours, nous nous sommes rendus à Casablanca, souvent considérée comme la capitale économique du Maroc, afin de mieux comprendre la situation du pays. Pour commencer notre périple, nous nous rendons sur le campus d'une école française implantée au Maroc, Toulouse Business School. Nous y rencontrons David Garé. Professeur et entrepreneur, il nous livre les premières clés afin d'appréhender l'économie du pays. Et le Maroc, ça fait presque 20 ans qu'il a suivi un croissement de l'économie presque stable, entre 4 et 5% des PIB. Ça vous donne une idée de la stabilité qu'il y a au Maroc dernièrement, et ça donne une confiance à les investisseurs et à les hommes d'affaires pour s'établir dans un pays comme le Maroc, et sera la porte d'entrée à le reste du continent. Le Maroc aujourd'hui, c'est le pays entre les top 3 pays de l'Afrique en destination de l'investissement étranger. En plus d'attirer les investisseurs, le Maroc fait office de puissance économique de l'Afrique. Le Maroc compte principalement sur une économie de services. Néanmoins, une bonne partie de la population reste employée dans l'agriculture et le secteur minier. Mais le pays dispose toutefois d'un certain nombre d'atouts. Premièrement, c'est la situation stratégique, géopolitique qu'il a. C'est les ponts entre l'Europe et l'Afrique. C'est la porte à l'Afrique pour tous les investissements de l'Europe. Et deuxièmement, c'est la stabilité politique. Le roi, il a donné un axe dur et fiable et solide. Après, il y a toutes les réformes que le gouvernement marocain il a suivies, ça fait 15 ans. Nous poursuivons nos discussions avec Mohamed Derabi. Il est directeur du campus de Toulouse Business School à Casablanca, et selon lui, c'est vers l'Afrique que le Maroc a désormais tout intérêt à se tourner. Le Maroc, il a choisi de s'intégrer dans son continent. C'est-à-dire, pendant longtemps, notre économie était orientée vers l'Europe,
C'est les choix politiques qu'on avait faits. Alors ces derniers temps, le Maroc a décidé de s'ouvrir sur son continent et donc de se lancer dans des possibilités d'investissement dans certains pays subsahariens. Et nous avons choisi des secteurs, le secteur bancaire, le secteur des télécoms, le secteur de real estate, immobilier, et le secteur des mines. En effet, même si l'Afrique ne représentait en 2016 que 10% des exportations du Maroc, loin derrière l'Europe, c'est une zone géographique qui offre de plus en plus d'attrait aux entreprises marocaines. Le Maroc est en train de se trouver une place dans, je dirais, la production et dans le classement des marchés émergents à fort potentiel et croissance industrielle. Pour se rendre compte de la réalité économique du Maroc, nous continuons notre balade dans les rues de Casablanca. Direction le quartier de Sidi Marouf pour une visite d'un lieu réservé aux entreprises casablancaises, le Technopark. Ouvert en 2001, il accompagne plus de 200 entreprises marocaines, en leur offrant notamment tout un panel de services. Nous rencontrons Tariq Mounim, responsable d'un espace de coworking dédié aux jeunes entrepreneurs marocains. C'est le premier espace de coworking gratuit dédié aux startups, porteurs de projets, pour pouvoir travailler, développer et, comme son nom l'indique, sur Starton, démarrer vos projets. Donc on a aujourd'hui 2 startups qui sont passées là, qui se sont ensuite installées au Technopark. On a des masterclass, on a des programmes d'accompagnement, du mentoring aussi, et on a la plus jeune startup marocaine, qui plus est peut-être africaine. Pour conclure notre aperçu de l'économie marocaine, nous prenons la voiture et nous rendons dans l'est de Casablanca. C'est là que se trouve l'usine automobile Somaca. Le groupe Renault y produit chaque année plus de 75 000 véhicules de la gamme Dacia. À Somaca, 1200 personnes sont employées pour faire tourner l'usine 24 heures sur 24. Il faut dire que le Maroc est un marché important pour Renault. Le secteur automobile au Maroc représente un enjeu très important pour le Maroc en termes économiques. Il est le premier secteur exportateur au Maroc. On a dépassé, ça fait 2 ans, et c'est la 3e année, le secteur des phosphates. 70% de ce qu'on fabrique va à l'export au niveau de Somaca. Donc il y a un enjeu très important pour répondre aux exigences des marchés et des clients. Et donc, ce qu'on appelle le Made in Morocco, c'est-à-dire la qualité des voitures fabriquées au Maroc doit être irréprochable. C'est un enjeu important pour nous. Si l'Europe reste le principal marché exportateur des véhicules Renault produits à Casablanca, la compagnie automobile française n'ignore pas les perspectives du continent africain. Donc, le Maroc est la porte de l'Afrique pour l'Europe, et ça c'est un enjeu important en termes de géographie. Donc tout ça fait que le Maroc a un certain nombre d'atouts. Il est très ouvert sur son environnement extérieur et donc tout ça fait que le Maroc a réussi à capter des investissements. Pour Renault, comme pour de nombreuses entreprises au Maroc, les enjeux futurs sont donc triples. Répondre à la croissance du marché marocain, continuer à satisfaire la demande européenne et se tourner vers un continent à très fort potentiel, l'Afrique. أنا غادي في طريقي جاحد معي خاك يحبسني قول ليهم راني باقي هنايا وجاحد معاي بطاري مسني ما خايدي مني والو بنادم ما يبقى يجابني وانا اللي فراسي اما شكون جا ما كتبانش لي قول ليهم راني بعيد وما غتشدو غير البرد جيب لي احسن واحد عندك غادي تشدو غايب كلهم عارفين ايش كان سوا عارفين المخوض كان حرق وفي كل ستار كنحطو كلهم كيعرفون ايش كان صدق